d'être là ce soir après la tempête. Alors, ce soir, on a une rareté. Ben, outre le très rare et unique Raphaël Ouellette qui est avec nous ce soir. On a un film très rare ce soir de Ingmar Bergman. Rare parce qu'il n'a pas été projeté souvent dans les salles de cinéma. En fait, il n'a pas fait la dernière rétrospective de Bergman à la Cinémathèque pour le 100e anniversaire de Bergman. Il n'était pas là. Puis même en 2002, quand ils ont fait la rétrospective en 2002 de Bergman, moi j'étais là, j'ai vu une vingtaine de films de Bergman à l'époque. Il était pas là non plus, donc ça fait peut-être au-dessus de 20 ans qu'il n'a pas été projeté en salle à Montréal. Donc vous êtes choyés ce soir de pouvoir découvrir ce film-là. Donc, bon, il fallait quelqu'un pour nous présenter ce film-là. Alors, je ne voyais pas qui d'autre que Raphaël Ouellette, que c'est la personnalité du milieu artistique le plus ouvertement amoureux de Bergman, je pense. J'en connais pas. Je ne connais pas d'autres. Ben, il y a beaucoup de gens qui aiment Bergman, mais... il y avait Denis Villeneuve, là, mais là, il est comme... Denis Villeneuve, ouais. C'est dur à rejoindre. Fait que c'est ça. Raphaël Ouellette est avec nous, réalisateur, genre 6 films, 6 longs-métrages, Le Cidre penché, Derrière moi, Camion. New Danemark, Camion, Finissant, et Guraveana, il en manque ça? Non, c'est bon. C'est bon? Je les ai tous, yes. Alors, écoutez, je vous laisse avec Raphaël. Il va vous parler mieux que moi du film. Alors, ouais. Ah, ben, en bref, Bergman a 32 ans quand il fait ce film-là. C'est son 8e. Bergman, dans sa vie, entre 46 et 82, sa carrière officielle, parce qu'après, il va faire d'autres films. Il fait 41 films, donc plus d'un par année. Un par année, mais en moyenne, plus d'un par année, des fois 2, des fois 3. Des fois pas, mais très rarement. Jamais 2 ans sans faire de film. Ça, c'est son 8e. Il est encore en train de se faire la main. Il n'a pas encore eu de succès en festival international. Localement, les gens savent qu'il est très talentueux parce qu'au théâtre, c'est une sommité. C'est un peu le Orson Welles suédois. Tout le monde attend qu'il vienne au monde, en fait. On attend son premier chef-d'œuvre, qui n'arrive pas, mais tranquillement, on sent vraiment qu'il y a un auteur dans ce cinéaste-là. Vers le 6e film, avec Prison, on commence à voir ses thèmes. Si vous avez déjà vu des films de Bergman, quand on arrive à Prison, ensuite ce film-là, on reconnaît très bien d'où il vient et où il s'en va. Donc ça, c'est assez intéressant de le voir venir au monde. Là-dedans, il y a vraiment les premiers... Même s'il s'intéresse aux couples et aux chicanes de couple depuis son premier film, c'est là-dedans, pour moi, du moins, que je vois les premiers balbutiements de scènes de la vie conjugale. Des thèmes, d'ailleurs. Pendant que Bergman écrivait ce film-là, il y avait des difficultés dans son couple. Pour faire changement, il y a eu 9 enfants avec 5 femmes différentes. Puis il y a des difficultés avec sa femme. Et il y a une maîtresse, s'est cachée, ils partent en idylle. Et ça, c'est carrément dans l'épisode 4, je crois, ou dans la 4e heure de Scène de la vie conjugale, c'est carrément l'histoire de Paula, pour ceux qui s'en souviennent. Là, Paula, dans Scène de la vie conjugale, c'est la maîtresse qu'il a à l'époque qu'il écrit ce film-là. Et ce film-là nous communique ça aussi. Il est vraiment en train comment on pourrait dire, de faire des aveux. il a fait ça à travers la plupart de ses films. Se livrer comme ça, faire des confessions, en fait, c'est le mot que je cherchais. Donc, ouais, ce film-là fait quand même écho à Scène de la vie conjugale, mais pas juste à cause de cette histoire-là, à cause de la façon dont vous allez voir comment c'est raconté, comment que les acteurs s'entrechoquent. Donc, en gros, c'est ça. Bergman, même si, 8 films, comme je disais, en 6 ou 7 ans, continue de tourner même s'il n'y a pas de succès parce qu'il ne coûte pas cher. Les gens ont beaucoup d'espoir en lui. Il emploie souvent les mêmes personnes, travaille au même studio, donc ça se fait un peu toute seule. On lui dit tout au long de cet été, oublie pas, oui, j'écris. Et là, il écrivait son scénario. C'est pas comme ici où on écrit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il écrivait pendant une saison, tournait le film là, dès qu'il arrivait à mettre son équipe et les moyens sur pied. Et dans ce film-là, c'est la première fois que Bergman s'intéresse à l'été suédois. Jusque-là, la Suède était assez sombre dans ses films, était assez oppressive. C'était la ville, ou quand on sortait de la ville, c'était désert, c'était la solitude. Là, pour la première fois, il commence à toucher à l'été, parce que l'été en Suède, c'est magnifique. Hein? Les hivers, il fait noir 20 heures par jour. Donc l'été, il fait clair 20 heures par jour. Les Suédois attendent ça avec impatience. Et dans le futur, dans les films de Bergman, on le voit rapidement après dans Jeux d'été, Un été avec Monica, et ensuite presque tous ces autres films. Tout à coup, l'été peut être un lieu un peu plus idyllique, propice aux rencontres et à l'amour.
Donc, c'est ça. Quand on commence du premier film au 10e film, je dirais, on voit Bergman prendre forme puis naître. Et ça, c'est le 8e, plus rare. Et voilà. Le film qu'il aura fait ensuite, que vous ne verrez pas, que j'ai pas vu encore, c'est le seul que j'ai pas vu. C'est un film que Bergman renie, déteste. Il ne veut pas qu'on lui en parle. Il a toujours espéré qu'on ne le voit pas. Il est disponible quelque part, on peut finir par le trouver. Et après, là, il va vraiment s'affirmer avec Jeux d'été, qui va être le premier film qui va être reconnu à l'international. Le premier film où il va vraiment s'épanouir, mais celui-là, on pourrait dire que c'est le précédent. C'est le film juste au seuil de la percée de Bergman sur la planète cinéma. Voilà. Puis si ça vous intéresse, il existe un coffret magnifique de Bergman avec 39 films. Oh. Il est quand même cher, mais quand on divise le prix par le nombre de films, ça fait 6 piastres par film. Et je pourrais vous donner des trucs où le trouver, mais ça vaut vraiment la peine. C'est presque toute sa carrière, 46 films, il en manque 7. Donc c'est presque la totalité. Donc sur ça, c'est bien comme ça. Donc après, si vous voulez, petite conversation, pas de problème. Sinon, sentez-vous bien à l'aise de retourner dans l'hiver. Merci beaucoup. Merci. Bon, Merci. Pourquoi c'est rare, les projections de ce film-là ici, au Québec? Pourquoi qu'on n'a pas vu... Ben, c'est vraiment pas un de ses plus célèbres. Là. Okay. En général, les gens ils se tiennent assez loin de cette décennie-là, la 40, début 50. Là. Comme je disais tout à l'heure, on commence à peu près avec Jeux d'été, Summer Interlude. Fait avant ça, les gens s'intéressent un peu moins. Si la Cinémathèque, par exemple, n'en a pas une copie, il faudrait qu'elle la chercher ailleurs. Fait que tant qu'à commander une copie, ils vont peut-être aller chercher le 7e saut, par exemple, ou La Source. Est-ce qu'elle a été, parce que moi je ne connais pas ses films, ses tout premiers films, est-ce que cette comédienne-là, il apprenait comme il prenait Levelman par après, ou c'était un film qu'elle a fait avec lui? C'est le premier qu'elle a fait avec lui, elle en a fait 2 autres ensuite. Elle a fait les 2 suivants, puis après elle disparaît. Puis j'ai essayé de trouver pourquoi, j'ai jamais trouvé. Bergman, en général, il est assez livre ouvert là, sur sa vie professionnelle et amoureuse. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Parce qu'il en parle en grand bien. Puis tout le long de sa vie, il en parle en bien. Elle s'appelle May-Britt Nielsen. Il en parle en bien, mais je ne sais pas pourquoi elle a disparu de son œuvre soudainement. T'sais. Elle est encore vivante, je pense. En tout cas, elle a fait beaucoup de films après, mais pas des films de qualité. Elle a fait 3 Bergman consécutifs, là, donc 50, 51, 51, je pense. C'est des acteurs qui savaient jouer le violon ou c'était du acteur? Non, ils font semblant. Mais autour, c'est tout l'orchestre de Helsingborg. C'est peut-être intéressant de vous... Bergman était le directeur artistique d'un théâtre important dans la ville d'Helsingborg. C'est là qu'il a vraiment fait qui s'est établi comme un maître, dans le fond, de la mise en scène de théâtre. Mais c'était le directeur artistique et le directeur du théâtre. Puis il y avait un orchestre de bénévoles qui était là, puis ils observaient. Puis il avait envie de ça dans son film. Donc c'est un peu un amalgame de sa vie, une troupe de théâtre, puis ce qu'il a observé dans l'orchestre qu'il pratiquait comme ça à proximité de lui pendant... Parce que les dernières images, on voit là, que sa main gauche, ça y va moins. Elle bouge même pas, puis les autres musiciens bougent. Ça y va moins, ouais. Des fois c'est bon, des fois ils sont pas mal dessus. Mais tu sais, je me suis pas arrêtée à ça pendant tout le film. Non, je pense qu'on était... Aujourd'hui, on serait plus exigeant, là, mais tu sais, bon, non, c'est ça. Ben, exigeant, comme accoucher des jumeaux pendant la vente d'à peu près 4 mois. Ben ouais, ça s'en va, petit temps à accoucher. Ouais. Mais c'est pas mal le dernier film, je dirais, ben, à part le suivant, qui apparemment est absolument terrible, mais... C'est lequel? C'est quoi le nom? Ça s'appelle This Can't Happen Here. Fait que, en français, j'ai jamais entendu parler. Je l'ai celui-là Cela ne se produirait pas OK. ici. Puis, mais c'est le dernier film où il y a vraiment des gaucheries. C'est pas si... Ben, c'est un maître, là, je veux pas le critiquer, mais... Il y a des petites gaucheries, des sautes d'axe, de la bédaine qui est pas là, des ellipses qu'on comprend pas. Puis Bergman aime son film quand même. Il trouve inégal, parce qu'il a souvent commenté ses propres films. Il trouve inégal. Il y a une chose qu'il aime, c'est toute la scène, juste ce qui précède quand il va la battre, là, tu sais, qui ressemble beaucoup à la scène de la vie conjugale, d'ailleurs.
mig själv skylla. Förlåt mig då. Det andra förlåter jag dig inte. Même très tôt dans les années 60, là, déjà il identifiait que c'était une réussite cette scène-là pour lui, les dialogues et le jeu. Puis sinon, il est assez gêné de son idée de la bombe, là, comment c'est traduit en français? Kérosène, Le réchaud. le réchaud à alcool, oui, oui. Ça, il est assez gêné, il a un peu honte de ça, il trouve ça un peu gratuit. Juste, il ne savait pas comment finir son film, il a planté cette idée-là, on va le faire mourir. C'est un peu juvénile, finalement. Ça, il l'a porté comme une honte, mais sinon, pour lui, c'est un film inégal, dont il aime des parties, il aime moins. Les gens qui ont vu Les Fraises sauvages, ici, de Bergman, le chef d'orchestre, c'est le professeur qui est au cœur du film des Fraises sauvages, qui est un grand réalisateur suédois, qui est un maître pour Bergman. Donc, quand Bergman fait son premier film qui s'appelait Crise, il a tourné 15 jours, puis c'est une catastrophe. Il criait après le monde, il y a eu des accidents, puis il foutait les accidents, il voulait continuer à tourner, puis les images c'était mauvais, tout était mauvais. Puis la compagnie lui a permis de recommencer du début. Et ce type-là, le professeur, lui, le chef d'orchestre, il était aussi cinéaste dans le même studio. Puis à un moment donné, il fallait prendre une grande marche. J'aime bien l'image, parce qu'il a raconté souvent Bergman, mais prendre une grande marche, puis il tenait par le cou, puis il expliquait « il faut que tu sois fin avec les gens. Filme les acteurs de face, arrête de demander des choses compliquées à ton équipe, puis à des acteurs, fais les choses simplement. » Ça a été fondateur pour lui. Puis j'aime bien le moment où ils prennent une marche, le violoniste avec lui, ça reflète un peu ce moment-là. Puis des années plus tard, pas des années plus tard, mais quelques années plus tard, ils ont fait Les Fraises sauvages ensemble, qui était absolument fabuleux, dans lequel cet acteur-là est bon, est un bon acteur, mais là-dedans, il est pas mal terrible. Pas l'air d'un chef d'orchestre, Puis la scène où eux, ils demandent, pas le congé, mais est-ce qu'on peut partir maintenant, on va aller se marier, puis là, lui dit non, puis bon, témoin tout ça. L'autre anecdote, c'est qu'il jouait tellement gros, mais Bergman était terrifié par cet acteur-là. C'est un réalisateur, c'est son maître. C'est comme si moi, je sais pas, je dirigeais il est mort Pierre Perrault. Je sais pas, Denis Arcand, je sais pas. Fait qu'il voulait pas lui donner des indications. Fait que tout ce qu'il voulait dire à lui, il disait aux deux acteurs. Les deux acteurs étaient comme, c'est parce qu'ils demandaient d'être subtils, plus justes, vous savez pas votre texte. De quoi tu parles? Il est en train de parler à lui par moment. Je trouve ça très drôle. Si on joue plus subtil, on ne jouera plus rien, là, parce que présentement, on joue très très petit. T'sais. Fait que non, ça c'est un peu défaillant, mais en même temps, cet homme-là, c'est une icône, là, je veux dire, Victor Sjöström, c'est un grand réalisateur suédois important. Sinon, le petit bonhomme aussi. Oui, c'est ça, la présence du petit garçon à la fin, ça aussi, ça fait écho à deux choses. Ça fait écho à d'autres choses que Bergman a fait dans... L'enfant devient un peu comme leur espèce de regard du jugement, puis en même temps permet la rédemption. Ça, il l'a fait dans Le Silence, dans Persona, dans Fanny Alexandre. Mais aussi, Bergman, dans sa bio à lui, La Lanterne Magique, raconte clairement sa première expérience de théâtre. Il raconte qu'il rentre dans le théâtre, puis il va s'asseoir, puis il s'assoit dans ce banc-là, dans le fond, on le voit, là, c'est le premier banc. Fait qu'on voit que c'est des échos. Quand on a le temps, puis quand on a envie de découvrir son œuvre, c'est ça aussi qui est le fun, de rattacher tous les fils ensemble, parce qu'il a été très généreux. C'est autant d'entrevues que dans 2 biographies qu'il a écrites lui-même, des entrevues plus intimes, des entrevues pour la télévision. Donc, on a quand même beaucoup d'informations sur le type. Il y a un livre d'ailleurs qui est paru juste avant Noël, écrit par sa fille, qui a écrit 5 ou 6 romans, mais là, elle a décidé d'écrire sur son père. Donc, vraiment, on rentre dans l'intimité, on rentre dans sa maison. C'est la fille qu'il a eue avec Liv Ullmann, elle s'appelle Lynn Ullmann. Puis, il était déjà quand même un peu plus vieux, c'était en 66 qu'il l'a eu. Puis, quand même, on rentre dans sa maison, sur son île, puis après ça, on l'accompagne jusqu'à sa mort, parce qu'elle avait comme projet de faire des grands entretiens avec son père. Mais il commence tranquillement à perdre la mémoire, puis elle le voit comme dépérir dans ses entrevues avec lui, puis ça nous amène jusqu'à sa mort. Donc, on a vraiment accès à tout. Bergman, dans sa biographie, prétend avoir des souvenirs de quand il y avait 1 an ou 2. Donc, si on met tout ça ensemble, on a toute sa vie, quand on raboute tout ça ensemble. Puis quel film l'a consacré, lui, en Europe? Y a-t-il un film en particulier qu'à partir de ce moment-là... Il a été comme... c'est vraiment Sourire d'une nuit d'été. Ça, c'est vraiment la consécration. Premier prix à Cannes. Il n'était pas là. D'ailleurs, il l'a appris en lisant le journal sur la toilette. C'est lui qui le raconte. Ça, c'est vraiment le film qui l'a fait percer là, en 1957. Mais
un peu après, là, je dirais, Monica, 53, Ouais. les critiques plus spécialisées commençaient à s'intéresser à Bergman, comme les cahiers du cinéma, par exemple. Mhm. La gang de Truffaut, Godard commençaient à triper sur Bergman. Godard a beaucoup écrit sur les films de cette période-là. Mais c'est vraiment là, avec le prix à Cannes que ça a pris son envol, puis qu'il a pu commencer à vendre ses films un peu partout. Puis en Amérique, ça a été comment? Ça a été... Ça a été à peu près en même temps. À l'exception de Monica en 53, qui a été récupérée en Amérique par un producteur véreux parce qu'il y avait un peu de nudité, puis c'était comme une bad girl, Monica, dans le film, jouée par Harriet Anderson. Ils en ont fait une version avec du jazz, puis ils ont tourné d'autres images de nudité, puis en fait comme leur propre film avec ça. Everybody's talking about Monica, the story of a bad girl. A guaranteed Hallmark Special Roadshow attraction. Le monde pensait que Bergman, c'est un réalisateur un peu, C'est un peu wash, ça. érotique et tout. Là. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on a entendu parler vraiment d'abord. Puis après, ben ouais, Sourire de nuit d'été, puis le 7e saut. Donc, fin 50. Parce que Woody Allen, il disait souvent que les Européens appréciaient plus son Ouais. cinéma que les Américains Ça a été plus long, appréciaient de... Ouais. Mais tu vois, ici, le succès de Bergman en Amérique, c'était plus par les Oscars. C'était pas un cinéma qui était couru avant. C'est plus venu avec la nouvelle vague française puis l'ouverture sur le cinéma mondial. Là, quand les gens commençaient à s'intéresser à Antonioni, par exemple, et tout ça. Là. Il y a eu ce courant-là. Mais avant, ça restait assez confidentiel quand même. Avant le 7e saut. Il n'a jamais quitté la Suède, il a toujours été... Il a quitté la Suède dans les années 70 pendant 2 ou 3 ans. Il était allé en Allemagne parce que il s'est fait accuser par le fisc de faire de l'évasion fiscale. Ah. Puis d'ailleurs, c'est un thème ça, qui est dans... D'ailleurs, ouais, il y a deux petites choses aujourd'hui sur le film. Mais oui, il s'est fait accuser de fraude fiscale. Puis Bergman a tendance à avoir... Il était, comment on dit quand on pense qu'on est malade, mais on ne l'est pas. Là. Hypochondriaque. Mais, mais là, il est tombé malade pour vrai, quand il y a eu le problème avec le fisc. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il était dans l'erreur, la banque, le gouvernement suédois, mais lui, il leur a pas pardonné, puis il est parti. Il est parti en fait avant le verdict, mais il est parti en exil, puis il n'est pas revenu avant une couple d'années. Puis il a fait des films. Il a fait un bon film qui s'appelle Sonate d'automne à l'extérieur de la Suède avec Oui. Yves Woolman puis Ingrid Bergman, mais il a fait aussi L'œuvre du serpent qui est comme pas considéré comme quelque chose de très bon. Face à face aussi produit par un Italien qui n'est pas très bon non plus. Ça n'a pas été ses meilleures années créatives, mais il a continué à produire un film par année quand même. Donc un exil d'à peu près 3 ans avant de revenir. Ouais. Il venait de faire beaucoup d'argent là, avec Cris et chuchotements puis Scène de la vie conjugale qui est un succès mondial, là, autant à la télé qu'au cinéma. Donc, puis c'est ça, il était accusé d'évasion fiscale, c'est sa propre compagnie à lui, puis tout ça. Ouais. Moi, je ne savais pas ça, j'allais justement dire avant ça, c'est le fun de voir un grand artiste qui n'est pas relié avec un scandale, parce que Ouais. les plus grands qu'on aime tout le temps, ils Ouais. nous sortent tout le temps quelque chose qui... Ben, il y a tellement de transparent, je veux dire, ses infidélités, les enfants à gauche à droite, il y a toujours Il n'y avait pas trop de manière à scandale, il ne pouvait pas... C'était en Suède aussi. Il créait lui-même. Ouais, c'est ça. Il mettait à la lune avant que... Mais il a vraiment eu son pardon en Suède. Puis le comble de l'ironie là-dedans, c'est que ça a été la plus grande épreuve de sa vie. Oui, quand il en parle, quand il écrit là-dessus, c'est un traumatisme, carrément. Là. C'était l'humiliation. L'humiliation est au cœur de l'œuvre de Bergman. Il a toujours, dès son premier film, travaillé sur l'humiliation. Il y en a là-dedans aussi, vous l'avez vu, que le solo raté. Puis là, il arrive, il ne pourrait pas être plus humilié que de se faire accuser d'être Croche. un paria, un bandit. Mhm. Mais le plus drôle, je pense que c'est drôle, c'est l'ironie. Il n'a pas vu de son vivant, mais aujourd'hui, je pense que c'est le billet de 20 $ en Suède, là. Je ne sais plus combien de couronnes, c'est Bergman qui est sur le billet. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Fait que ouais, c'est quand même drôle qu'il passe de paria avec le fisc à j'ai ma face sur la monnaie. Mais il a toujours pu vivre de son œuvre quand même assez bien. Il n'est pas mort pauvre. Il n'est pas mort pauvre, vraiment pas, mais ça a Non. été... Bergman, s'il faisait un film par année et plus, comme je disais tout à l'heure, 3 pièces de théâtre par année, en moyenne, des films pour la télévision, des opéras pour la télévision, des opéras, pas des opéras, des romans à la radio, comment on appelle des radioromans. Ça donne le tournis quand on commence à regarder ça page après page. C'est non-stop, mais c'est parce qu'il y avait 4 femmes à faire vivre, 9 enfants. Il n'en a élevé aucun, il n'a pas pris soin de personne. Ça coûtait très cher. Si un film ne marchait pas, ben il pouvait être dans d'autres choses. Oui, parce que par cœur, je ne pourrais pas parler de ses finances par cœur, mais ce que je sais, c'est que quand est arrivé
Cris et chuchotements, puis scène de vie conjugale, il était fauché. On parle quand même de 1972, là. Il a commencé à tourner en 1946. Puis il a quand même eu une carrière là-dedans. Là. Il a passé par-dessus Persona, La Source, Le 7e Saut. Tout ça, c'est derrière lui, puis il est fauché. Là. Il se demande un peu comment il va arriver. C'est sûr qu'il y a des grosses dépenses, il y a des gros engagements. Mais... Donc, c'est important pour lui, ces deux succès-là, coup sur coup. Autant pour sa carrière que pour ses finances personnelles. Mais... C'est un homme que la télévision a sauvé. Oui, puis il a continué d'en faire, parce que lui, il a annoncé sa retraite en 82 avec Fanny Alexandre. Mais il a continué quand même après à faire des films pour la télévision, dont 3 qui se sont ramassés en salle, un peu à son corps défendant. Un film qui s'appelle Après la répétition, avec Lina Olin, la fille du violoniste qui est là. Présence d'un clown. Présence d'un clown, oui. Puis Sarah Bond. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les 3 films qu'il a fait pour la télé, mais qui sont devenus des films distribués en salle, qu'on a pu voir, puis qui sont sous-titrés, puis qu'on peut voir aujourd'hui encore en DVD. OK. Juste une petite parenthèse, juste pour revenir sur le film, ce personnage-là, c'est lui-même. C'est lui-même au début de sa carrière, quand il a fait le film. Pour lui, quand le soliste rate son solo, c'est lui qui a raté son premier film. Puis c'est ça, c'est impatient, arrogant, centré sur lui-même, pas à l'écoute du tout de sa partenaire ou de ses partenaires. C'est vraiment pour lui, comme je disais tout à l'heure, une confession, mais une espèce d'auto-flagellation, ce que Bergman a fait beaucoup là, dans sa vie. Des fois qu'il y a une pointe d'humour, des fois moins, mais c'est lui-même, puis il le dit, là, c'est lui qui est transposé à l'écran. Ouais. Il lui ressemble physiquement aussi. L'acteur lui ressemble. Il est moins grand, là, mais ouais, il y a quelque chose d'un peu... Donc, c'est ça. Puis... Pourquoi on ne l'a pas revu, lui, cet acteur-là, dans la filmo? J'ai jamais su pourquoi. Ben, je pense que c'est un acteur quand même... Bergman, c'est pas ce qu'il a fini par chercher plus tard. Il va chercher plus de subtilité. Là. Ouais. Il joue quand même très théâtre, très gros, puis lui, il coûte cher. Il coûtait cher à l'époque. Puis comme Bergman, c'était pas encore une sommité, puis comme Bergman, c'était pas encore très rentable, puis qu'il travaillait avec des budgets restreints, ben, à un moment donné, leur chemin ont fait ça. T'sais. D'ailleurs, il y a un petit caméo là-dedans de l'acteur de Scène de vie conjugale, Erland, on le voit pas longtemps dans le Josephson. Ah oui, on le voit. Une courte scène, oui. Il parle, il y a peut-être 5-6 lignes de dialogue là, au début. Oui, mais c'est un peu pour ça. Ouais. Déjà pour lui, c'était un luxe d'aller la voir, lui. Mais c'était pas tout à fait la même école de jeu non plus. Non. Ouais. Plus tard, quand il va partir avec tourner dans les archipels, tu sais, Monica par exemple, il va aller chercher des acteurs un peu plus jeunes. Puis... Ça, c'est une autre critique que lui-même fait de son film. Il dit quand j'ai essayé de filmer la jeunesse, parce qu'ils sont supposés être jeunes, ils sont un peu vieux, je trouve, pour être jeunes, mais il dit moi, j'ai jamais été jeune, j'ai été immature, mais j'ai jamais été jeune. Puis je suis pas capable de. Il dit quand je regarde les jeunes, je les regarde à travers une fenêtre. Puis il dit c'est jamais vrai. Fait il trouve qu'il y a un manque de véracité dans son regard sur 2 personnes qui sont en début de vie, en début de carrière, qui forment une famille, qui ont l'air un peu vieux, puis qui n'agissent pas nécessairement comme des jeunes. Il achète un toutou, mais le gars, il a l'air d'avoir comme 30 ans. Ça, il est bien autocritique là-dessus aussi. Il n'a jamais été jeune, lui. Il voit pas sa période de jeunesse où Non. il n'a pas vécu. Ben, non, c'est ça qu'il dit. c'est Il pas était facile. immature. Il était immature. Il y a eu, Ouais. il y a eu sa passe d'alcoolo, d'ailleurs, qui précède un petit peu ce film-là. Là. Quand il est alcoolique, le gars, puis pas alcoolique, mais quand il est sous, puis qu'il fait un fou de lui, puis qu'il est prétentieux, encore là, Bergman le dirait de lui-même, là, l'a déjà écrit, c'est lui, là, qui s'humilie comme ça dans une fête. Mais non, il dit j'ai jamais été jeune. J'ai été immature, mais j'ai jamais été jeune. C'est ce qu'il dit, c'est ses mots à lui. Ouais. Pourtant, il était jeune, il est jeune enfant, ça, oui, mais je pense qu'il n'a jamais été un jeune dans le sens où il entend. C'est pas drôle, ça. Ouais. Pour un individu. Hein, Mais très ambitieux, très jeune, hein. Je veux dire, lui, pendant qu'il était à l'université, il commençait à s'intéresser au théâtre, puis tout de suite, il voulait remplacer le metteur en scène puis le directeur. Tout de suite, on est souvent comme ça quand on est au secondaire, universitaire, en cinéma, on pense tout de suite. Les assistants de production, ces plateaux passent tout de suite. Je ne ferais pas ça comme ça. Mais oui. Il n'a pas eu facile jeune, je crois. Ouais. Ben, c'est quand même. Pas sûr, mais. C'est moins pire que ce que dans Fanny Alexandre, parce que bon, ça passe par le beau-père dans Fanny Alexandre. Oui. Le prêtre luthérien, c'est le beau-père. Dans sa vraie vie, c'était son père. Oui, qui était très sévère. Puis qui l'enfermait dans un garde-robe, puis il faisait croire qu'elle allait se faire manger par une bête cachée dans le garde-robe. Il y a eu des sévices corporels aussi. C'est ça. Sa mère, ce qu'elle a appris, quand elle a eu des enfants, c'est que tu ne dois pas être l'ami de tes enfants. Fait que lui, il aimait sa mère d'amour, là, puis il n'a jamais réussi à avoir une once d'amour de sa mère pendant les 10 premières années de sa vie. C'était toujours avec une distance de bras comme ça.
Puis ouais, les sévices corporels, la religion, tout ça. Donc, bon, il y a pire, là. Puis on a vu ça beaucoup au Québec aussi, mais non, ça l'a marqué, puis ça l'a défini ses thèmes. Puis c'est ça. Il a surtout exploré dans Fanny Alexandre. Sinon, les enfants sont toujours un peu. On l'a vu, hein, quand il fait pas les adieux, mais les au revoir à sa femme dans le train. Juste la femme. Ouais, les enfants, ils n'existent pas, là. Puis il s'est comporté comme ça. Ça me dérange. Ça m'a dérangé, mais c'est ça. Mais je pense que ça, c'est volontaire. Oui, c'est sûrement. Ou si c'est pas volontaire, c'est pas une erreur de cinéaste, c'est une erreur d'humain. Ouais. Parce que Bergman, il a déjà dit en entrevue que il sait pas l'âge de ses enfants. Il faut qu'il fasse comme, OK, Daniel, il est né pendant tel film, ça c'est en telle année, donc puis il arrive à l'âge de ses enfants. C'est quand même assez triste. Puis quand, vers la fin de sa vie, 2-3 ans avant qu'il meure en entrevue, là, tu vois qu'il porte ça. Je pense que si c'était à refaire, il aurait peut-être aimé corriger des choses, mais en même temps, c'est derrière lui. Puis, il y avait un professeur ici qui est décédé, je pense à Concordia, Marc Gervais. Marc Gervais, oui. Qui a écrit un très beau livre sur Bergman, qui, moi, m'a permis de rentrer, moi, je ne l'ai pas eu comme prof, mais qui m'a permis de rentrer dans son univers à Bergman. C'est un livre vraiment, autant dans des anecdotes, mais beaucoup aussi sur c'est un prêtre, hein, je pense, Marc Gervais. Prêtre, ouais. Beaucoup sur la spiritualité, sur la relation de Bergman avec la religion. C'est un très, très beau livre. Puis, fait que lui, je pense il poussait un peu plus le rapport à Bergman dans ses cours. Est-ce que ça vous a influencé, Bergman? Oui. Pour... Ouais. Contaminé même. Tu sais, puis c'est sans prétention, parce que jamais je vais essayer de me mesurer, même que j'ai fait une quinzaine de courts-métrages, puis j'en ai fait un où j'ai fait comme je vais toutes les sortir. Toutes. Dans ce film-là, par exemple, il y a 2 plans qui apparaissent dans l'œuvre de Bergman, dans ce film-là, qu'on va voir tout le long. La personne couchée sur le dos, avec la caméra ici, là, comme ça. Ouais. Juste le plan qui précède quand il se réveille de son cauchemar. Oui. Puis après ça, à un moment donné, il se remet en position comme ça plus tard, avec la main comme ça. Ça, on l'a vu là, dans un film sur 2, là. Bergman, là, j'exagère, mais... Puis après ça, il y a le visage face à la caméra, puis l'autre visage en profil, qui embarque un peu dessus, qui devient un personnage ou 2 personnages. Des fois, la tête des bords de bord devient une espèce de bête à 2 têtes, là. Donc, toutes ces affaires-là, je les ai mis dans un de mes courts-métrages. Je vais m'en débarrasser pour de bon. Mais ça fait surface de façon inconsciente depuis. Il y a dans mon 2e film, que vous n'avez pas vu, vous ne verrez pas, mais qui s'appelle Derrière moi, où il y a bien du Bergman, mais à partir de celui-là, j'ai essayé de ne plus le faire du tout. Okay. Puis des fois, je sais comment c'est dans mon... c'est imprimé, puis des fois, c'est plus fort, mais pourquoi tu faire attention. essaies de ne pas le faire? Parce que c'est quand même pas du plagiat, tu n'as pas peur de... Ben, c'est parce que je fais pas ce genre de film-là. Ça fait qu'à un moment donné, je sais pas si ça se met l'influence, c'est bien. Oui, mais justement, il faut que ça reste des influences. Il ne faut pas que ça devienne comme un... Okay. Puis je trouve qu'on ne peut pas vraiment se mesurer. D'ailleurs, quand j'ai fait mon film, j'appelais ça une purge, là, mon film Hommage à Bergman, là, tout y était. Après, j'ai présenté ça au festival de Chicoutimi, Festival de Regard. Puis la copie était comme dégueulasse. Puis il y avait quelqu'un qui s'est étouffé, qui a toussé pendant tout le film très fort. Mais quelqu'un qui était malade, pas quelqu'un qui voulait juste me narguer. Puis, ouais. Puis Bergman, la première fois qu'il a monté un Strindberg, ça a mal été. Puis il dit, dans sa bio, il dit « J'étais vexé parce que je me suis rendu compte que Strindberg ne voulait pas de moi. » Quand j'ai fait mon film sur Bergman, puis ça a été une expérience traumatisante, je veux dire que Bergman ne veut pas de moi. Donc, non, j'essaie de faire attention parce que... De toute façon, si on se met à faire du Bergman, ça paraît tout de suite. Il y a trop de critiques et de cinéphiles qui vont le voir, puis on va se faire accuser, puis après, si on n'est pas à la hauteur... Ou on n'est pas soi-même. Ou on n'est pas soi-même. À un certain point. Ouais. Tu sais, les plus beaux héritiers de Bergman, ils n'essaient même pas de faire du Bergman. Tu sais, on parlait de Carlos Regadas tout à l'heure. Tu sais. Je trouve que c'est un enfant spirituel qui est à Montréal présentement, un Mexicain. L'enfant spirituel de Bergman, mais jamais on sent qu'il essaie de l'émuler ou de calquer. C'est bien aussi. C'est mieux comme ça. Lee Woolman est venu à Montréal il y a 6 ans. Puis je la suivais comme réalisateur, mais il y avait une caméra de reportage. On se tenait un peu à l'écart, mais puis on présentait un film sur sa relation avec Bergman, qui est très beau d'ailleurs. C'était à l'Impérial, tu sais, 600 personnes, 700 personnes. Puis il y avait une file, là, c'était toutes des femmes, pour poser une question au micro. C'était pas des questions, c'était juste pour leur dire que dans les années 70, elles, ça les a réveillées, puis ça les a secouées, puis sont sorties d'un mariage malheureux grâce à elles dans cette vie. Pendant une demi-heure, c'est comme ça. Puis ils font comme, est-ce que je peux te prendre dans mes bras?
Ah ouais. Genre, je sais comment on peut-tu parler du film, on peut-tu parler de Bergman, on peut-tu parler de sa carrière, mais c'était vraiment juste des confidences. Ouais. Ça a vraiment été super important. Ben, Oui. ça pouvait être thérapeutique. Thérapeutique, tu sais, ouais. quelqu'un, parce que c'était un film très fort. Scène de vie conjugale, c'était 3 millions de Suédois qui regardaient ça. Ben oui. Sur 6. C'est fou. C'est plus populaire que La Petite Vie. Mais c'est tout lui qui influençait beaucoup le scénario, les dialogues, ou tout ça, ou Oui, à partir de là, c'est lui, là. C'est écrit. au complet. Des fois, il y a de l'aide, parce qu'il n'est pas encore là, carte blanche avec les studios, mais ça sent bien, là. Ça sent bien. Si c'est pas là, je ne sais pas par cœur. Dans ses premiers, ça est arrivé de filmer des scénarios écrits par quelqu'un d'autre, puis de co-scénariser aussi. Mais ça part souvent de lui. Ça part d'un livre, souvent, là, au début, là, les 3-4 premiers. Un livre ou un scénario qui traîne. Ils font ça un peu à la chaîne, là, au studio, dans le temps. Lui, même au début, avant de faire son premier film, il est engagé pour corriger les scénarios, prendre un livre puis l'adapter en scénario en 3 semaines. Sort ça, ça se tourne tout de suite. C'était l'usine un peu, là. Donc, Mais ça doit influencer aussi la suite des choses. Oui, lui, ça l'a formé au bout, là, tu sais. Ah ouais. Son premier scénario était réalisé par un grand réalisateur suédois aussi, qui s'appelle Tormand, qu'on peut trouver en DVD aussi. Presque un film noir. Ouais. Très beau. Hein. Très beau noir et blanc. Des films comme ça, on n'en voit plus, tu sais, c'est plus possible. Fait que il n'y a plus de référence. C'est plus facile de trouver un Bergman que de trouver le dernier Robert Morin. Ah oui? Ouais. OK. Problème d'infiltration, là, à moins d'aller l'acheter au Renaud-Bré et payer 25-30$. Tu peux pas louer nulle part. C'est fou. Moi, mon film Camion était sur iTunes Stores, allait jusqu'à il y a un mois. Puis là, je sais pas pourquoi il est plus là. Faut que j'en parle avec mon distributeur. Quelqu'un veut voir Camion aujourd'hui, il est mal pris. On peut voir encore un Bergman. Si on va sur iTunes Stores, on va payer 4,99$, ça va, là, tu sais. On va attendre que tu sois mort. Ouais, c'est ça. On va mettre sur éléphant. Mais non, c'est ça. Fait que, c'est un vrai problème sur la disparition des clips vidéo. C'est un vrai.